deviennent pour nous des exceptionnels ambassadeurs d'une destination dont ils connaissent à la fois le patrimoine, la nature, les sentiers, mais aussi un petit peu de ce que nous sommes dans notre décor. Il y a quelque chose qui est particulier, je le disais, c'est pas vraiment la compétition, puisque les participants peuvent choisir ou non de participer à une épreuve. Oui, alors c'est une des énormes spécificités du Corsica à l'aventure, qui est à la fois une course ouverte à l'élite internationale. On attend des teams renommés comme deux équipages suisses de ski alpinisme, comme les Français, les Savoyards du Red 74, mais on accueille aussi des teams de débutants en raid, de découvreurs des courses aventures, qui elles ont la capacité de construire leur propre programme au fur et à mesure des journées. L'organisation d'un tel événement, ça prend du temps, on l'imagine, mais il faut aussi du personnel, des bénévoles. D'ailleurs, vous préférez le terme organisateur à celui de bénévole? Oui, parce qu'aujourd'hui, dans une course d'envergure Corsica à l'aventure, il y a plus de statut, on accueille à la fois des bénévoles, mais aussi des prestataires de services, des professionnels indépendants. Et ce qui est important par-dessus tout, c'est que chacun se sente dans la vie de l'organisateur du Corsica à l'aventure, sur une course en forme qui est pour nous une montagne à soulever, qui montre aussi que les Corses sont capables d'être dans un vecteur d'excellence. Merci beaucoup, merci Michel Bacciocchi, organisateur du Corsica Raid Aventure, d'avoir été avec nous sur France Info. Le Corsica Raid Aventure, c'est donc jusqu'à mercredi. Les trains de nuit sont menacés. Il en existe 8 lignes en France et l'État veut se désengager pour 6 d'entre elles. La fréquentation a baissé de 25% depuis 2011 et l'activité fait perdre 340 millions d'euros par an à la SNCF. Parmi les lignes menacées figure la Paris-Savoie qui permet aux skieurs parisiens de rejoindre les stations parfois pour simplement un week-end. C'est une manne non négligeable, estime le trésorier de l'association France Montagne, Gérard Matisse. Il y a un côté raid qui est important, et puis cette grande facilité, en temps 23h05, ils sont en fonction à 8 heures. Donc l'organisation immédiate, ils profitent quasiment des 2 jours, 3 jours, car on sait depuis quelque temps le comportement des acteurs change, sont des séjours un peu plus réduits, des séjours décalés, dans lesquels nous devons répondre d'une manière efficace et nous voulons maintenir une fréquentation de nos stations dans des périodes de 4-5 mois pour pérenniser les emplois et surtout les investissements. Donc il nous faut des saisons relativement longues et véritablement cette facilité de transport était un renforcement de la fréquentation et surtout avec toute la sécurité, notamment l'hiver, vous le bien, c'est le transport le plus sûr. Gérard Matisse, trésorier de l'association France Montagne qui regroupe les professionnels des stations de ski françaises. Une pétition a été créée en ligne par des londoniens qui profitent aussi de ces trains de nuit pour aller skier. Pétition pour sauver ces trains de nuit. Elle a recueilli en 2 semaines plus de 2500 signatures. Les X-Games sont à Austin au Texas aux États-Unis jusqu'à demain. Après les sports d'hiver en janvier et février, place cette fois-ci au skateboard, BMX et au motocross. Un seul Français parmi les participants, le pilote FMX Tom Pages. La journée va se terminer par un concert ce soir du groupe de punk californien Blink 182. Les Champs-Élysées sont rendus aux piétons et demain 500 femmes seront attendues pour participer à l'entraînement géant organisé par la course La Parisienne. La course en elle-même aura lieu en septembre, mais l'entraînement demain à Paris est gratuit entre 10h et midi. Il suffit de s'inscrire sur place aux Champs-Élysées. Il est 13h43. Les inondations ont donc fait 4 morts, 24 blessés selon le bilan donné par le Premier ministre Manuel Valls ce matin. Toujours 17 000 foyers privés d'électricité, surtout en Île-de-France. Il y en a 670 précisément dans le département des Yvelines. Là aussi, la Seine est toujours à un niveau impressionnant ce matin. Et la crue attire les curieux, que ce soit des touristes ou des habitants. Sur le quai des gens nerveuses, aujourd'hui à Château, beaucoup de curieux. À Paris comme à Château, il y a des gens qui prennent des photos, qui font des selfies. Oui, une bouteille gratuite. Oui, c'est seulement jusqu'à demain. Entièrement. Alors après c'est l'école. Alors l'école ça se passe bien, ça marche bien, ça marche. Faut dire que les profs avaient quand même
mondial en finale du tournoi de tennis de Roland-Garros et ça sera à suivre sur France Info. Le dernier match de préparation pour les Bleus avant l'Euro de football ce soir à 21h à Metz. La France accueille l'Écosse. France Info. Au niveau de la Seine, donc stabilisé à 6,04 m, je vous le disais à l'instant. Dans ce contexte de crue, Anne Hidalgo, la maire de Paris, a réuni une cellule de crise ce matin à l'hôtel de ville. Elle a fait le point à la sortie de cette réunion. La Seine a atteint son niveau maximal cette nuit sur Paris et elle va se stabiliser à 6 mètres 0,5 voilà, à quelques centimètres près. Ça ne change pas fondamentalement la donne. Elle va se stabiliser à ce niveau-là. Il y a encore des pluies qui sont attendues, mais dont on nous dit à Météo France qu'elles ne sont pas fortes au point de faire encore évoluer les choses et notamment faire monter la Seine. Donc on est plutôt maintenant dans cette phase de plateau avant la décrue qui va prendre un certain temps, on ne sait pas combien de jours, mais donc il y a cette stabilisation. Nous avons bien sûr une surveillance très importante par rapport au sous-sol, aux nappes phréatiques et à la pression qu'exerce l'eau sur les sous-sols, sur un certain nombre d'ouvrages, d'infrastructures, mais qui à ce stade sont en vigilance mais ne présentent pas de fragilité particulière. On surveille bien sûr avec les concessionnaires, qu'il s'agisse de l'électricité, du gaz, de Climespace, de la CPCU ou encore avec Hauts-de-Paris qui dépend directement aussi de la ville de Paris. On surveille l'état des sous-sols et des infrastructures et les infiltrations et cette surveillance va durer bien évidemment plusieurs jours. Nous sommes en train de faire le point, nous avons fait le point sur les habitations qui pouvaient être concernées et qui auraient nécessité des évacuations. En fait, liées à la crue elle-même, il n'y a pas eu à Paris, fort heureusement, de nécessité d'évacuer des équipements publics ou des logements. En revanche, il y a eu quelques adresses, très peu d'adresses, mais notamment dans le 13e, qui ont été touchées par un problème lié à la crue, mais concernant les installations de la CPCU, et donc qui ont touché l'alimentation en eau chaude d'un certain nombre d'immeubles du 13e arrondissement. Et donc nous avons mis en place, avec également la mairie du 13e, des gymnases qui peuvent accueillir les habitants pour qu'ils puissent se toucher. Voilà, ils ont l'électricité. La question du chauffage n'est pas une question posée puisque nous sommes a priori au printemps, mais c'est plutôt la question de l'eau chaude. Donc là, nous avons trouvé cette réponse pour ces habitants et nous continuons bien sûr aussi à avoir une surveillance très importante sur les parcs et jardins puisque, comme je l'ai dit hier, les arbres, des arbres ont été fragilisés par les pluies, pas par les inondations, puisque aucun de nos parcs n'est véritablement inondé, mais les pluies ont fragilisé des arbres, et donc nous devons regarder quels sont les arbres qui menaceraient de s'effondrer, et donc bien évidemment un certain nombre de parcs et jardins sont fermés. Toutes ces informations-là sont sur le site de la ville de Paris. Donc des parcs sont fermés au public, mais beaucoup d'autres parcs sont ouverts avec des manifestations qui se tiennent ce week-end. D'ailleurs, ce week-end se tient aujourd'hui même le carnaval tropical de Paris dans le centre de Paris. Nous avons demain l'opération 24 heures Vélib donc sur les Champs-Élysées et la piétonisation des Champs-Élysées qui sont maintenues. Et puis nous appelons bien sûr l'ensemble des Parisiens et des visiteurs à respecter les consignes de prudence. Anne Hidalgo, la maire de Paris ce matin. Paris, donc, où la Seine est stabilisée. Elle est à 6,04 m selon le dernier relevé au pont Austerlitz. Mais attention, maintenant dans l'ouest également, la Normandie sera bientôt touchée, avec en plus un phénomène de grande marée qui va remonter la Seine jusqu'à Rouen, même la boucle d'Elbeuf. La Seine-Maritime et l'Eure font partie des 19 départements en tout en France qui sont en alerte orange. On continue de vous informer évidemment toute la journée sur France Info de ce phénomène de crue et des inondations. France Info, 10h, 14h.
en acier de solide conviction également au service de la cause des Noirs. L'icône de la boxe Mohamed Ali a succombé l'année dernière à la maladie de Parkinson. Il avait 74 ans. Ces obsèques auront lieu dans sa ville natale de Louisville, dans le Kentucky, mais sans précision de date pour l'instant. Les intempéries en France, à Paris, le risque de débordement semble donc s'éloigner. La Seine, en tout cas atteint durant la nuit, son plus haut niveau depuis 30 ans, 6 mètres 10 avant de se stabiliser, alors qu'il est plus de 17 000 foyers restent encore privés d'électricité en raison de ces inondations dans le Loiret, le Loir-et-Cher et en Île-de-France. Des inondations qui ont fait jusqu'à présent 4 victimes, une vingtaine de blessés selon le dernier bilan donné par Manuel Valls. Elles ont aussi touché le trafic SNCF, particulièrement en Île-de-France, où il va déjà falloir attendre la décrue avant de pouvoir remettre en état les installations, ce qui durera au moins 48 heures. Un retour à la normale n'est pas attendu avant mercredi ou jeudi prochain, selon le patron de la SNCF. Encore une affaire embarrassante pour l'armée française en Centrafrique. Une procédure disciplinaire vient d'être ouverte contre 5 de ses soldats accusés d'avoir passé à tabac 2 Centrafricains, ou d'avoir en tout cas laissé faire. Les évêques qui se rendent coupables de négligence dans l'exercice de leurs fonctions vis-à-vis des cas d'abus sexuels commis sur des mineurs pourront être révoqués. C'est ce qu'indique le nouveau décret émis aujourd'hui par le pape. Le pape François qui annonce aussi la création d'un collège de juristes chargé de l'assister avant de prononcer la révocation d'un évêque. France Info. Pourquoi les hirondelles volent-elles bas quand il va pleuvoir? Jean Ferrat n'a pas tort. Les hirondelles annoncent le printemps. Ce sont des oiseaux migrateurs qui passent l'hiver en Afrique au chaud et qui reviennent ensuite nicher du côté de chez nous en Europe. Et c'est là que vous l'avez remarqué, à la campagne. Le ciel est sombre et lourd, l'ambiance maussade. Parfois même c'est l'automne, d'où l'expression « une hirondelle ne fait pas le printemps ». En tout cas, les hirondelles volent bas et en voilà un sinistre présage. Et 2 heures plus tard, il pleut. Mais comment font-elles pour savoir qu'il va pleuvoir? En fait, elles n'en savent rien. Elles n'ont pas un radar météo. Sauf qu'avant l'averse, l'air se charge d'humidité, la pression atmosphérique varie un peu. Ça n'affecte pas les hirondelles, mais cela oblige les petits insectes, comme les moucherons, à voler plus bas. Ils ont pour ainsi dire du mal à décoller, du mal à voler, comme si l'eau, ce petit brouillard, se condensait sur leurs ailes. Or, les hirondelles se nourrissent principalement de ces insectes. Donc elles les suivent pour les becqueter, de plus en plus bas, car elles les gobent en vol. Le festin ne dure pas très longtemps, car si une pluie importante s'installe, les hirondelles, à leur tour, ne peuvent plus voler, à cause de la taille trop grosse des gouttes. Les hirondelles restent au sec, comme vous et moi, jusqu'à preuve du contraire. En direct des régions, à Valence et Châteauroux. Le tour du Made in France fait étape chez la Fuma Mobilier dans la Drôme, mercredi dernier. Les produits encore fabriqués en France, avec les explications du directeur Arnaud Duménil. Les consommateurs sont sensibles à la marque La Fuma. On a vu qu'elle avait une belle histoire. Les produits sont fabriqués en France, dans notre usine d'Anéron. Même si d'autres parties comme les mousses à matelas arrivent d'autres pays, ils ont devant eux la démonstration que le Made in France, ça marche encore. Eliane est une cliente Camif dans le Nord-Isère. Ça permet de prendre conscience vraiment du travail que ça représente. La Camif réalise 71% de son chiffre d'affaires avec du Made in France. La responsable du développement durable, c'est Anne Breuilly. C'est créer du lien entre ces 3 parties prenantes, les clients, le fabricant et les collaborateurs Camif. Une belle santé pour la Fuma Mobilier avec 125 salariés aujourd'hui dans les ateliers. 650 000 fauteuils et mobilier de plein air fabriqués chaque année dans la Drôme. Stéphane Milhomme, France Bleu Drôme-Ardèche. Châteauroux accueille ce week-end la 5e et dernière manche du championnat de France de skateboard. 100 à 140 riders sont attendus, les meilleurs compétiteurs français et certains des meilleurs internationaux viendront rentrer leurs ollies, kickflips et autres 180 degrés dans le bowl de Châteauroux ou sur l'air de street. Du grand spectacle gratuit pour le public berrichon et une belle reconnaissance pour le skatepark de Châteauroux. Inauguré il y a moins d'1 an, l'équipement de 1500 mètres carrés qui a coûté 550 000 € à la collectivité est d'ores et déjà reconnu comme un des meilleurs de France et a attiré l'attention de la fédération. La ville de
Le Châteauroux espère bien se montrer à la hauteur de l'événement pour accueillir à l'avenir d'autres compétitions nationales, voire internationales. Marc Fleuret, maire adjoint de la commune en charge des sports. Nous, élus, notre rôle, ça va être d'aller rencontrer les membres des fédérations diverses qui seront présentes pour leur prouver qu'on est en capacité d'augmenter quelque chose de plus important sur ce site. On croit beaucoup à l'événementiel sportif pour faire connaître notre ville et surtout pour faire fonctionner l'économie locale. Le championnat de France de skateboard, c'est tout le week-end. Qualification ce samedi et finale le dimanche au skatepark de la Marcotière à Châteauroux. Carl de Châtre, France Bleu Berry. France Info présente Si tu peux, vas-y, un livre de Gérard Felzer. Le destin exceptionnel d'un pilote aventurier. Du deltaplane au Boeing, de l'Airbus au ballon à pédale, j'ai piloté tout ce qui est censé voler. Enfant, pupille de l'invasion, on m'a aidé. Et devenu commandant de bord à Air France, je suis passé du rêve à la réalité. Depuis, je tente d'offrir des ailes à ceux qui en ont besoin. De missions humanitaires en record en tout genre, quelquefois délicats, mais toujours passionnants, je voulais les partager. Si tu peux, vas-y, de Gérard Felzer, un livre France Info. Salon Emmaüs, une grande vente de solidarité internationale avec France Info. Amateurs de bonnes affaires, chineurs invétérés, passionnés de récup, une large sélection d'objets issus du don vous attend. Vinyles, électroménagers, meubles, vêtements, mais aussi des ateliers, des animations et des espaces de restauration bio pour toute la famille. Le 17e Salon Emmaüs, dimanche 5 juin, pour la première fois au Paris Event Center, porte de la Villette, en partenariat avec France Info. France Info. Il s'est installé en studio pour le 14-17, c'est lui qui vous accompagne jusqu'à 17h. Jérôme Cadet, bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. À la une en ce début d'après-midi, on continue de suivre évidemment la situation sur le front des inondations. Ça va un tout petit peu mieux à Paris où la Seine commence à baisser, mais vraiment très lentement. On sera d'ailleurs sur les bords de Seine dans 5 minutes. Il y a beaucoup de monde en ce moment et nous serons en compagnie de Gérard Felzer qui nous expliquera l'impact que ces crues ont eu pour l'activité de la Seine, activité totalement ralentie depuis quelques jours. L'autre grand titre, c'est évidemment la mort d'une légende du sport, Mohamed Ali, la nuit dernière à l'âge de 74 ans. Et nous verrons dans ce 14-17 que Mohamed Ali était bien plus qu'un sportif, bien plus qu'un champion dans un quart d'heure. Benoît Immermann, grand reporter à l'équipe qui a rencontré Ali à de nombreuses reprises, sera avec nous. Du sport également en direct avec la première des 2 finales à Roland-Garros, finale dames à partir de 15h entre Garmin Muguruza, l'Espagnol, et Serena Williams.